Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette nouvelle série de podcasts sur l'aménagement, on s'interroge sur l'esthétique et les enjeux d'image associés aux espaces de travail. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé avec le soutien de 3DS Group. 3DS Group, l'art de marquer les esprits avec des projets de signalétique et branding uniques. Du mobilier interchangeable, des espaces standardisés, des environnements aseptisés. Pendant des décennies, le bureau, il faut le reconnaître, a été avant tout pensé comme un lieu fonctionnel, un support neutre, rationalisé, conçu pour la production et l'organisation du travail. Si ce modèle, il est vrai, a été critiqué dès les années 70, il a fallu véritablement attendre le début de ce siècle pour voir les espaces de travail redevenir un sujet de recherche et susciter un regain d'intérêt dans le monde de l'architecture. Alors comment expliquer ce relatif désamour entre le monde du bureau et les architectes ? Et pourquoi assiste-t-on aujourd'hui à un renouveau de cette thématique ? Pour répondre à ces questions, il fallait évidemment inviter l'un d'entre eux, Philippe Chiambaretta, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été formé à l'école des ponts et chaussées de Paris, puis au MIT à Boston. En 2000, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville, avant de créer PCA, devenu depuis PCA Stream, l'agence d'architecture et d'urbanisme que vous dirigez aujourd'hui aux côtés d'une centaine de collaborateurs. Une agence qui se distingue par un positionnement singulier que vous qualifiez vous-même de recherche-action, car en réalité, en plus de vos activités de conception, vous-même et votre équipe animez un programme de recherche transdisciplinaire depuis de nombreuses années, un programme, il faut le souligner, à la fois ambitieux et passionnant, qui se penche sur les grands enjeux de notre époque, tout en interrogeant la propre pratique de votre agence. Ces travaux ont fait l'objet de nombreuses publications, conférences, colloques, expositions. Ils sont d'ailleurs pour la plupart accessibles sur le web. Alors, je l'évoquais rapidement en introduction de cet entretien. L'immeuble de bureau a longtemps été considéré comme un pur objet technique, répondant à des exigences fonctionnelles, de rationalisation, de flexibilité. Dans un article sur les origines du bureau, consultable sur le site du pavillon de l'Arsenal, l'architecte Soline Nivet note à propos du programme du bureau que si les anglo-saxons ont assumé d'emblée sa monotonie et sa relative neutralité, les architectes français vont se l'approprier peu à peu, mais sans jamais en faire un véritable thème d'investigation doctrinale ou théorique. Alors vous-même, quel regard portez-vous sur les rapports, pour le moins distants, on pourrait dire, qu'ont entretenu l'architecture et la commande de bureau ? C'est un sujet très intéressant que vous soulevez là, et moi qui me passionne depuis 15 ans. Je pense que ce désamour, il a été historiquement fort en France, parce que le monde du bureau était associé peut-être au monde du capital, de la finance ou de l'industrie, et quelque part un peu mal aimé par les architectes français, qui étaient peut-être pas très à l'aise et pas très familiers avec cet univers-là par rapport à des secteurs ou des programmes qu'ils considéraient peut-être plus nobles, comme le logement social ou les équipements publics. Alors que quand on regarde quand même l'histoire de l'architecture, faut voir que l'architecture tertiaire apparaît pas mal aux États-Unis, puisqu'en fait ça devient la partie managériale des cadres qui vont encadrer la production. Donc c'est un produit dérivé du taylorisme finalement, mais qui va prendre ses formes quand même assez spectaculaires en architecture aux États-Unis avec les tours, donc qui sont des grands morceaux de bravoure architecturale à New York, Chicago. Et donc, qui étaient effectivement à l'époque des lieux d'expression de la puissance d'entreprise. Donc, il y avait très tôt ce côté un peu symbolique, très, très fort, et qui était pas mal lié à la hauteur. On avait assez peu en France de gratte-ciel. C'est apparu à la Défense après les années 60. D'ailleurs, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que j'oublie de dire qu'on fait une tour à la Défense au passage, ce qui peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui. Mais en fait, ce qui s'est opéré à partir de la fin du XXe siècle, c'est qu'il y a eu dans la production, dans l'activité économique et les entreprises, un mouvement qui était d'abord celui de l'externalisation du tertiaire. C'est-à-dire que les entreprises, assez massivement, dans les années 60-70, ont commencé à se dire que finalement, elles ne voulaient plus être propriétaires de leurs locaux et que leur capital devait être plutôt investi dans l'outil de travail, et donc sont devenus locataires. Devenant locataire, ça veut dire qu'il y avait des propriétaires d'immeubles et ça donnait lieu à une financiarisation Bien sûr, on a créé un marché de l'immobilier tertiaire. On a créé ce marché de l'immobilier tertiaire. Et donc, ce marché de l'immobilier tertiaire a fait qu'à partir des années 90, 2000, ça a été un marché dominé par l'offre. C'était en fait donc les producteurs
qui mettaient sur le marché parce que ces immeubles-là allaient générer un rendement intéressant avec des signatures AAA. Et donc, voilà, c'était un bon placement qui fait qu'on pouvait investir énormément. Et donc, tous les mouvements, d'ailleurs, qui sont développés dans les années 90 avec les REITs qui favorisaient notamment le fait que les fonds d'investissement américains viennent investir dans les bureaux, en particulier en France, après la crise des années 90, eh bien, ça contribuait à générer des produits assez normés, assez standardisés. Et donc, un peu style international et un produit qui soit le même partout et qu'un broker ou un financier puisse reconnaître, quelle que soit la ville. C'est vrai que c'est une particularité quand on parle aujourd'hui d'architecture bureau, c'est quand même cette financiarisation, le fait aussi que le bureau est aussi un actif financier, ce qui forcément nous met dans des conditions un peu particulières, y compris dans la manière d'envisager son exploitation et du coup des logiques de standardisation, vous le disiez, mais aussi de normalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même, on a peut-être des trames, des plateaux, des espaces et finalement des typologies jusqu'à très récemment peu diversifiées ou des schémas d'aménagement qui étaient répétitifs, une logique un peu de space planning, très statutaire d'ailleurs. Cette réalité-là, finalement, on l'a connue jusqu'aux années 90-2000. À partir de quand vous diriez qu'à un moment, il y a eu un renversement, ou en tout cas une prise de conscience d'ailleurs du côté de l'offre aussi, qu'il y a un moment, l'offre était plus en adéquation avec la réalité du travail et les besoins des entreprises? Je crois que c'est venu même un peu plus tardivement. Moi, je le daterai après la crise des subprimes, au début des années 2010. Enfin, là où c'est vraiment, ça s'est accéléré comme un changement de paradigme. Jusque-là, effectivement, il y avait cette idée qu'un immeuble de bureau, ça faisait 12 ou 18 mètres d'épaisseur, donc circulation centrale, tram 235, 270 sous plafond, parallélépipède ou un U. Enfin bon, bref, on avait une sorte de typologie de vraiment très connue. Cette production extrêmement standard était, pour le coup, assez peu excitante pour les architectes, à juste titre. Et à partir du moment de la crise des subprimes, vous parliez de Stream, qui est cette revue de recherche que j'avais créée, je me suis intéressé, c'est une forme d'intuition, justement, en regardant comment s'opérait dans la société une évolution sur la standardisation industrielle qui avait envahi nos vies, nos villes, nos vies. Ne serait-ce, moi, c'était parti d'un documentaire sur les tomates. C'était intéressant, ça remonte aux années de 2009 ou 2010. Donc, j'avais vu ce documentaire qui montrait comment il y avait un éloignement du goût des usagers, enfin des consommateurs, sur ces produits qui étaient de plus en plus standards. Donc, des tomates qui étaient toutes rouges, parfaites, qui devaient tenir finalement des temps de transport, et donc qui allaient, mais qui n'avaient aucun goût. Et donc, comment l'industrie alimentaire se mettait à redécouvrir de la différence. Et je me suis dit, en fait, je pense que c'est annonciateur d'une évolution qui devrait intuitivement venir également dans nos vies, dans nos architectures, dans nos désirs d'espace. Et donc, du coup, comme c'était la crise des subprimes et puis que toute l'activité s'était un petit peu arrêtée, on a profité pour lancer ces 3 années de recherche, en particulier sur ce thème de l'espace de travail. Et on a découvert là, en partant de signaux faibles, puisque c'était le moment où démarraient, par exemple, les ancêtres du coworking, puisqu'en fait, WeWork a démarré en 2010. Donc, nous, on est allé les voir à New York, on était encore une start-up, on avait travaillé, fait à Paris quelques Starbucks. On avait réalisé les 10 premiers Starbucks à Paris parce que j'étais intéressé de comprendre pourquoi les gens allaient travailler dans des cafés. Et après, j'ai travaillé des gens de WeWork au début pour comprendre ce que c'était ce coworking. Et en comprenant les sous-jacents sociologiques, on s'est dit qu'il y avait là une évolution perspective très forte de la demande qui, à un moment donné, allait rentrer en conflit avec la logique de l'offre. Et que certainement, quand le boulot allait reprendre, à partir de 2011, 2012, enfin, on ne savait pas trop quand, mais que le monde d'après pourrait plus être celui du monde d'avant et qu'il allait y avoir un shift complet. Donc, on a cru en ça. Ça nous a amené à faire beaucoup de projets dans Paris au cours de cette décennie qui étaient toutes inspirés par ce travail d'étude initial, qui était qu'en gros, cet immeuble, enfin le lieu de travail qui avait été considéré comme finalement une commodité, est en train de devenir autre chose susceptible d'intéresser vraiment les architectes. On va bien sûr revenir sur les différents constats que vous avez pu réaliser à l'occasion du travail sur Stream 2. Mais peut-être avant une question, on a l'impression que le sujet du bureau a longtemps été finalement laissé aux acteurs du mobilier qui ont bien sûr proposé des solutions d'aménagement, mais qui vont aussi et surtout s'intéresser et produire un discours sur les modes de travail et leur évolution avant même
que les foncières s'emparent de ces questions. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, parmi les gens qui nous ont le plus éclairés ou apporté des réponses pertinentes quand on a mené ce travail de recherche, il y avait des groupes de mobilier comme Vitra ou Steelcase qui avaient des départements de recherche avec des gens qui étaient très en pointe puisqu'ils étaient beaucoup plus en contact avec l'usager final et ses problèmes d'aménagement de l'espace, là où les foncières étaient très loin de ces préoccupations-là, puisqu'en fait, elles dealaient avec, en général, le responsable immobilier qui, lui, raisonnait en termes de coût au poste, pour faire simple. Et ensuite, ça devenait un sujet d'aménagement, mais il y avait une intermédiation entre le propriétaire du bureau qui, lui, faisait une boîte et dans laquelle, ensuite, ça devient un problème d'aménagement. Et donc, je pense que les fabricants de mobilier, de cloisonnement, ont vu assez vite, et peut-être les premiers, apparaître toutes ces questions sur les modes de travail. Mode de travail, puisqu'on a commencé à parler d'open space, puis auprès de flex office, et toute cette partie-là était plutôt ce qui se passait une fois le plateau livré, et quelque part était décorrélé souvent de l'architecture. Ça devenait de l'agencement, avec de plus en plus d'ailleurs des solutions de général contractor dans laquelle l'entreprise arrivait, avait envie d'avoir une solution clé en main où quelqu'un venait lui faire son plateau, lui amener le mobilier, il n'avait pas à faire d'appel d'offres, donc une sorte de clé en main qui était confortable et facile pour les entreprises. Et c'est vrai que nous, en remontant le travail de ces aménageurs et en essayant de comprendre les fondamentaux, on a compris que venait un peu les limites de ce que pouvait faire l'agenceur dans un plateau une fois que l'architecture était figée, était quand même très contraint et qu'en fait il y avait des éléments qui résultaient, qui de l'architecture, que ce soit la hauteur, que ce soit les faux plafonds, que ce soit naturellement le design, que ce soit éventuellement la possibilité d'avoir des balcons, des terrasses, des espaces extérieurs, etc. Très rapidement, et c'est ce qu'on a commencé à identifier et à travailler, l'aménageur ne pouvait pas lutter contre l'architecture et il fallait remonter sur l'architecture elle-même pour pouvoir créer des environnements qui avaient vraiment les qualités attendues. Alors justement, concernant ces qualités attendues, avant de vous recevoir, j'ai bien sûr attentivement consulté le numéro 2 de Stream, After Office. Vous y explorez les mutations de l'espace de travail dans le contexte de l'affirmation de ce qu'on nomme aujourd'hui l'économie de la connaissance, que certains qualifient aussi de nouvel âge du capitalisme, un capitalisme devenu avant tout cognitif. Alors After Office, c'était en 2012. 13 ans plus tard, on n'a jamais autant mis la créativité, l'autonomie, les compétences sociales et relationnelles des salariés au cœur des processus de l'innovation et de création de valeur. Désormais au travail, on cherche à mobiliser les qualités proprement humaines des collaborateurs, qu'il s'agisse de la curiosité, de la capacité à collaborer, bref, les fameux soft skills qui n'appartenaient pas jusqu'à récemment encore, en tout cas, au champ des compétences professionnelles. Comment cette réalité influe-t-elle aujourd'hui le travail de l'architecte lorsqu'il s'agit de concevoir des bureaux ? Et finalement, est-ce qu'on peut dire que ce travail s'adresse désormais moins à la figure du salarié et davantage à celle de l'individu ? Alors ça, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire le constat que vous rappeliez, c'était effectivement que cette entrée dans un nouvel âge du capitalisme, dans lequel en fait l'innovation, la créativité allait être essentielle. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est passé de la figure du salarié à l'image du talent. Bon, thème, effectivement, expression qui montre bien l'évolution dans le secteur des RH. En tout cas, d'un seul coup, que ce soit à la fois donc une palette de qualités beaucoup plus large quand on parle d'innovation, de créativité que de rigueur. Bon, un polytechnicien n'est pas forcément un excellent créatif, je dirais pas mécaniquement. Bon, c'est pas de base. Et d'autre part, d'intelligence collective, dans laquelle en fait on sait que cette innovation, ça fait l'objet de beaucoup de recherches, elle se produit parfois de manière aléatoire. Donc c'était l'apparition de cette notion il y a une quinzaine d'années de sérendipité, c'est-à-dire voilà le fait que c'est à la machine à café ou par hasard qu'entre la direction de industrielle et puis du marketing, peut-être une discussion va avoir lieu qui va produire l'innovation. Donc d'un seul coup, ça a ce regard sur ce qui était le driver de la réussite de l'entreprise. Une fois que l'on se dit ça, eh bien effectivement, on comprend que, et d'ailleurs à l'époque, ce qui apparaissait comme l'archétype des secteurs basés sur l'innovation technologique, notamment tout ce qui était Silicon Valley et entreprises des GAFA qui apparaissaient à ce moment-là, donc l'année 2010, il y a 15 ans,
ça avait déjà démarré, mais ça n'a fait qu'amplifier depuis. Mais alors, on voyait des gens qui étaient allongés sur des pelouses, qui travaillaient au soleil avec le laptop sur leurs genoux. Donc, quelque chose qui correspondait plus tout à fait à l'image qu'on avait de ce que c'est que de bosser. Et dans ce coup, on se dit, tiens, en fait, oui, eux, ils sont très productifs, ils sont en train de révolutionner la planète et ils bossent cool. Bon. Donc, ce qui a été cette apparition de notion du coup de cool office, en se disant, pourquoi en fait on doit avoir toute cette sorte de ripou du corporate dans laquelle le costume, la cravate, le faux plafond technique, tout ça quelque part finalement petit à petit ne correspond à l'envie de personne, et dans ce coup chacun a commencé à se regarder, mais ça te plaît ça? Non. En fait ça plaît à personne. Et j'ai été très très surpris de voir d'ailleurs. Je fais une petite illustration de ce propos. Quand on a fait le cloud qui est cette opération qu'on a fait avec la SFN, qui était la première opportunité qu'on a eu d'essayer d'incarner cette théorie, en disant, cette théorie qui est de dire aujourd'hui, ce que ces talents souhaitent, ce que c'est effectivement que le bureau doit être un objet de désir, parce qu'il va participer au choix d'une entreprise par rapport à une autre. Si, quelque part, je suis un talent rare, je vais réinverser le rapport de force avec l'entreprise. Et donc, c'est moi qui vais choisir. À ce moment-là, je vais regarder avec attention ce qu'on me propose comme espace et comme service et comme confort. Donc, d'un seul coup, cette idée que l'usager final n'était pas le directeur immobilier, était même pas le DRH, mais c'était le salarié final, ou en tout cas le collaborateur qui allait, lui, être important. Donc, d'un seul coup, ça a changé complètement le prisme qui est de concevoir pour l'usager final et non pas pour le directeur immobilier. Et naturellement, c'est pas du tout le même regard ou la même attention qu'on va avoir. Donc nous, ça a commencé effectivement dès 2012, en sortant ce livre. On a eu la chance extraordinaire que la société foncière lyonnaise nous confie à ce moment-là, peut-être ce livre étant un défi, vas-y, démontre-nous un petit peu ta théorie, voir si ça marche, avec cet immeuble incroyable qui faisait 33 000 m², un angle donc de la rue de Richelieu et de la rue du 4 septembre, dans le secteur de l'Opéra, qui n'était pas un secteur tertiaire. Un ensemble de très grand qui devait être entièrement restructuré. Et donc, c'était un pari important pour la SFN. Il y avait beaucoup d'investissements à faire pour le rénover. Et un pari de faire venir des collaborateurs vers le secteur de l'Opéra, qui n'était pas un secteur tertiaire. Et donc, en fait, notre hypothèse était de dire, attendez, on pense que cette vision sectorielle, enfin de quartier QCA, est dépassée. On pense que les collaborateurs, en tout cas d'une certaine catégorie, ces talents notamment, vont vouloir justement se déplacer pour aller dans des quartiers plus vivants, plus normaux, qui se rapprochent dans lesquels on va pouvoir trouver pas que des men in black, mais des gens de tous les jours, des commerces, des restaurants, des choses sympas où on n'a pas l'impression d'être prisonnier dans un environnement que de travail et puis ensuite métro, boulot, dodo. Donc en fait, ayez confiance, je pense que ce mouvement vers l'Est peut s'opérer et mais il faut justement inventer un produit qui ne sera pas un immeuble, qui ne va pas être un immeuble standard. Et donc comme c'est de la réhabilitation, qu'il y a en fait plein d'éléments déjà là, on va pas pouvoir faire un produit standard, donc on va essayer de tirer parti de cette originalité de l'espace pour en faire quelque chose complètement atypique. Et donc c'est cette fois dans le côté un peu défaut, atypique et localisation qui était un premier pari. Et ensuite, on a qualifié les attentes par ces études. On a vu qu'est-ce qui aujourd'hui concrètement correspond aux attentes de ces générations-là. C'était en 2010, 2012. Et on a constaté qu'effectivement, les espaces extérieurs, la lumière, l'accès à des jardins, l'accès à des terrasses, à des rooftops, était un élément très très fort dans la corrélation avec le plaisir au travail. Et ensuite, tout un ensemble, après aussi la question d'avoir des grands plateaux horizontaux. Ça, c'était une découverte aussi. En fait, la sérendipité ou le fait de travailler efficacement, il faut se voir physiquement. Il faut se voir visuellement, il faut se rencontrer. Et des études qu'avait fait le MIT il y a 20 ans de ça, ou 15 ans, avaient démontré qu'en fait, dès qu'on est sur 2 étages différents, eh bien, les probabilités de se croiser dans la journée chutent de 85%. Donc, dès que vous êtes sur 2 étages, c'est 2 boîtes différentes. Et donc, sur le cloud, on a fait tout un travail pour restructurer ces 4 immeubles en faisant 3000 m² d'un seul niveau contigu, alors qu'avant, c'était vraiment 4 immeubles séparés qui n'étaient pas du tout fonctionnels et pratiques. Donc, c'était une deuxième contrainte. Et puis ensuite, celui d'avoir énormément d'offres de services avec plusieurs restaurants, avec des espaces de sport, etc., ce qui n'était pas tout à fait encore
courant en 2012. Et on a pu constater qu'à l'issue de ça, effectivement, Facebook, Blablacar sont venus s'installer dans l'immeuble et ont vanté en fait toutes ces qualités. Et des éléments esthétiques qu'à l'époque, la SFL considérait encore comme étant des critères du bureau, faux plafond technique. Dès que Facebook est arrivé dans les bureaux, il a dit on prend ça, c'est génial, on adore les terrasses, mais vous nous enlevez ce faux plafond et on va mettre de la technique apparente. Et ça, c'était en 2016. Et à partir de ce moment-là, on a constaté un basculement assez rapide. Je crois qu'en l'espace de 4-5 ans, les foncières les plus pointues, les plus à l'écoute du marché, ont changé radicalement de stratégie. Et ce qu'on avait beaucoup de mal à faire entendre en 2012, dès 2020, c'était devenu la norme chez des gens comme Gessina, plus de plafond technique, que technique apparente, parce que quelque part, on ne veut plus ressembler à l'univers du bureau. Donc, pour répondre à cette question sur la datation, je pense qu'entre 2012-2013 et 2020, ça a pris vraiment cette décennie, quand même les acteurs du tertiaire ont compris, observé ce changement profond des attentes et s'adapter. Et ce qui fait d'ailleurs que ceux qui ne l'ont pas fait, qui continuent à produire selon les critères anciens de standard, expliquent aujourd'hui ce surplus gigantesque de bureaux qui ne vont pas trouver de preneur parce que ne répondront pas du tout aux attentes des utilisateurs. Vous l'avez dit, il fallait rendre le bureau désirable et on imagine bien qu'à l'issue, à la suite du Covid, cette question est devenue encore plus sensible. Il a fallu donner aux gens de bonnes raisons de revenir dans leurs open space, leur proposer des expériences différentes ou en tout cas plus qualitatives que leur domicile. Le bureau est donc aujourd'hui en concurrence avec d'autres lieux. Faut-il désormais le penser et l'évaluer au regard des autres possibilités qui s'offrent au travail? Absolument. C'est une des tendances aussi qui s'est accélérée, c'est à savoir que nos modes de vie et en particulier la technologie et les iPhones font qu'on peut travailler partout aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a plus cette partout et tout le temps, et que donc cette sorte d'injonction spatiale et temporelle du travail aujourd'hui a volé un éclat. Donc en fait, il y a eu un mélange qui s'est opéré de tous les temps de notre vie et les lieux de notre vie. Donc on travaille aujourd'hui au café, on travaille dans le train, on travaille dans l'avion, on travaille chez soi. Alors on peut avoir un avis là-dessus critique de la déconnexion, mais je dirais bon, c'est un autre sujet. De fait, le fait d'aller au travail n'est pas une évidence. D'autant que le confinement a permis aujourd'hui, à assouplir là-dessus le comportement des entreprises avec la possibilité de faire souvent du télétravail 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bon. Alors là-dessus, je ne vais pas peut-être m'attarder sur ce que ça produit dans les médias, quelle est la tendance aujourd'hui probablement dans le retour au travail. Mais en tout cas, ça a bien évidemment augmenté, je dirais, la nécessité d'attractivité et de désirabilité du lieu de travail pour faire revenir les collaborateurs. Il y a quand même beaucoup de nos clients aujourd'hui, entreprises, qui peinent à faire revenir les collaborateurs au travail. Ça continue donc 5 ans après le Covid à être un problème pour des entreprises. Alors nous, on a eu la chance dans cette décennie de travailler donc d'abord pour des foncières, concevoir des produits en se disant voilà, nous, et là ce qui était passionnant, je reviens sur votre première question, qui pour des architectes est devenu un vrai sujet hyper intéressant, et moi dont je ne me lasse pas, c'est-à-dire partir souvent d'une matière première très obsolète, très souvent des toitures occupées par la technique, très souvent des sous-sols qui servent à rien, aveugles, et de savoir comment réenchanter ce lieu et comment en faire un objet de désir. Et avec beaucoup de créativité, et d'un seul coup, et on attend qu'un client, d'un seul coup, tombe amoureux de ce lieu et devienne le locataire. Et très souvent, il nous est arrivé donc que ces utilisateurs qui allaient prendre le lieu nous confient l'aménagement ensuite de l'espace. Donc c'est une vraie satisfaction parce qu'on a imaginé un scénario, vient l'utilisateur et on le met en scène sur mesure pour lui, et ça nous permet de voir si notre idée de base s'avère juste. Alors on a pu faire comme ça les bureaux de Gilles Loiret, grand cabinet d'avocats français, donc dans un projet rue Laborde. On a fait ensuite les bureaux pour Lazare, la banque Lazare. On vient de terminer le siège social d'AXA, pas mal d'autres. Pas lister tous nos clients, mais c'est vrai que Hermès aussi, on a fait des Hermès Parfum et beaucoup de projets mixtes. Et je pense peut-être je reviendrai à la fin sur ce dépassement de la question peut-être du bureau, cette migration vers l'hôtel et en tout cas vers l'hybridation. Mais en tout cas, on a pu voir au travers de ces projets pour des vrais utilisateurs tester effectivement ce qui faisait ensuite le bien-être. Non pas tel qu'on l'avait imaginé, mais 2, 3 ans, 4 ans après, en rediscutant avec les utilisateurs, et chaque fois, du coup, de pouvoir avoir un retour d'expérience. Vous avez évoqué à l'instant la dimension hôtelière.
Avant le Covid, on parlait de faire des bureaux comme à la maison, ce qui était déjà sans doute l'expression de la faiblesse qualitative de l'offre de bureau, qu'on imaginait enrichir, réenchanter en intégrant les codes de l'habitat. Aujourd'hui, il est davantage question de bureaux comme à l'hôtel et d'hospitality management. Est-ce qu'il faut finalement considérer ces emprunts au monde hôtelier comme des inspirations qui nourrissent la réflexion sur l'évolution des formes et des qualités propres à l'espace de travail ? Ou bien faut-il y voir, là encore, le signe d'une porosité toujours plus grande entre les lieux de travail et les lieux hors travail ? Alors, je crois qu'il faut toujours essayer de regarder, enfin, d'étudier les causes et pas simplement les conséquences. Et donc, par exemple, quand on a vu apparaître dans le tertiaire tout ce qui était ces pièces avec des tables, des billards ou des table de ping-pong. Bon, alors tout le monde se dit, c'est super, maintenant il faut mettre une table de ping-pong pour avoir un bureau qui marche. Bien évidemment, quand on est en train de faire ça, c'est qu'on est suiveur et qu'on est déjà dépassé par la réalité. Et donc, cette question de migration vers l'hôtellerie, elle est réelle, elle s'opère et elle a démarré, en fait, nous, quand on a fait le cloud, ça a été notre principe, ce qu'on a dit à SFL, c'est en fait, le bureau de demain, c'est un hôtel. Pourquoi ? Précisément parce qu'en fait, si on s'adresse non pas au directeur immobilier, mais à l'usager final, eh bien, que vous vous mettez d'un seul coup dans la peau vous-même de cette utilité finale, vous allez avoir vos envies qui sont celles en termes de service, en termes de qualité d'accueil, en termes de rapidité de réponse à une de vos attentes. Vous allez devenir un peu un client roi. Bon, et c'est assez logique. Donc, en fait, ça, c'est une première attente, c'est qu'il y a un peu, dans cette inversion de rapport de force, une demande de qualité. Et en plus, en général, ces talents qui sont très souvent, des gens qui ont l'habitude aussi dans leur vie privée d'aller dans des lieux assez qualitatifs, parce que cette esthétisation du monde, elle a gagné la maison, mais aussi les hôtels au fil des années. Et donc, il y a un niveau de standard qui augmente. Alors, d'un seul coup, si on se retrouve au bureau, dans un lieu assez moche, avec du mobilier, deux bureaux, c'est sûr que pour des gens qui ont un petit peu une exigence, un goût esthétique, etc., ça fait pas rêver, donc on va ailleurs. Bon. Donc, mais il y a aussi un autre aspect de l'hôtellerie, c'est celui du rapport. Quand on va dans un hôtel, on reste un jour, 2 jours, une semaine, mais en fait, on est de passage. Et en fait, l'évolution aussi de l'économie a fait que le format traditionnel du rapport au bureau, dans des beaux 369, qui était une façon pour les foncières de quelque part de garder prisonniers pour garantir des loyers sur du 3, 6, 9 ans ou renouvelable ou 12 ans, est une façon de, eux, une fois qu'ils avaient signé quelqu'un, c'était bon, en 12 ans, ça crachait du rendement. En fait, pour des entreprises, en particulier dans des secteurs très innovants, et avec tout ce qui a été dans ces années 2010, le phénomène des startups, dans lequel on démarrait à 10 et on était 100 un an plus tard. On a pas mal discuté à l'époque avec Blablacar. C'est-à-dire qu'en fait, la rigidité et le carcan que constituait le modèle locatif du bail traditionnel ne correspondait plus aux besoins des entreprises. D'où le développement du coworking qui a expliqué le fait qu'il y avait cette souplesse. Alors, on a vu apparaître, nous, c'est ce qu'on préconisait dans un certain nombre de nos projets et aux foncières, en disant, par exemple, le stream building, qui était un exemple où on a poussé donc dans le cadre de Réinventer Paris 1 en 2015, cette idée de dire allons jusqu'au bout de cette mixité, on va avoir un immeuble qui va comporter donc des commerces, quelque chose qui est vraiment vivant. Donc on est en face du TGI, on est dans un environnement où il n'y a pas de café, pas de restaurant, il y a pas mal d'immeubles de bureaux. Vous allez en rajouter un autre, si c'est encore un immeuble de bureau avec pas un rad à moins de 200 mètres, personne va venir là. Donc on dit on doit être nous-mêmes un producteur de services, et donc on avait appelé ça un équipement privé d'intérêt général. C'est-à-dire que vous devenez une ressource pour le quartier, et à ce moment-là, vous êtes vous-même généreux, ouvert et désirable. Et puis ensuite, on avait une couche de coworking, de bureaux, d'hôtels. Et en fait, ça a très bien marché. Malheureusement, ça a tellement bien marché qu'une entreprise a pris la totalité des bureaux, donc le coworking s'est retrouvé à peau de chagrin, malheureusement. Mais c'est cette idée aujourd'hui qu'il y a dans les immeubles qui marchent bien un réservoir de coworking qui permet d'avoir une sorte de buffer qui permet aux entreprises de pouvoir prendre un peu plus ou un peu moins, et le marché reste ouvert et beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est un autre aspect qui fait penser à l'hôtel, c'est qu'il y a quand même quelque chose on n'est pas propriétaire, on est un peu plus dans un rapport locatif et à la demande. Donc ça, je crois que ça va continuer à se développer, et cette idée du space on demand, ou l'espace comme service, accompagne ce qu'on trouve dans d'autres domaines. On n'a plus envie d'être propriétaire de sa voiture, mais on va louer de la mobilité.
Aujourd'hui, on le voit bien, toutes les marques, vous regardez tous les publicités de voitures, c'est presque en loyer. Donc, vous pouvez en changer quand vous voulez. Le bureau, je pense, les entreprises ont besoin de ça aussi. Donc, c'est un autre aspect de l'hôtel. Et donc, quand on en arrive à la question esthétique, les deux phénomènes font que quand on est dans ces bureaux, on a envie d'être un peu comme à l'hôtel et quelque part ne pas avoir les emmerdements qu'on a à la maison. Donc, on dépasse même celui du domestique avec les soucis qu'on peut avoir et on est en full service. Et là-dessus, je dirais, le dernier projet qu'on livre cette année qui va s'ouvrir dans le mois de mars, je pense, dans un mois ou deux. Alors là, c'est une expérience, on a poussé le curseur au maximum puisqu'on a transformé un ancien parking dans le 17e arrondissement, rue Legendre. Donc, on a vraiment le parking dans son pire état, c'est-à-dire très bas de plafond, aveugle, avec une rampe un parking aérien. Un parking aérien. Il en reste encore après. Il en reste. On en termine 2 cette année. Un célèbre aussi, rue Marbeuf, l'ancien parking aérien de Citroën de 1933. Et ça, ce parking, donc rue Legendre. Et là, on a développé avec le groupe Gallia un programme qui comprend un hôtel 5 étoiles sur la rue, qui était donc dans la première partie, qui était les garages et les ateliers du parking, et à l'arrière, un espace de coworking. Mais alors qui est particulier, non, c'est un espace de bureau, mais en réalité qui va être entièrement aménagé et décoré par la même équipe que l'hôtel. Donc en fait, nous, on avait fait la DA de ce projet-là, conçu vraiment la programmation. Donc là, l'investisseur nous a suivis, c'est une foncière familiale, donc il peut prendre des risques de faire des choses un peu atypiques. On a fait un club de sport en sous-sol avec une piscine de 25 mètres, donc qui est ouvert aussi au quartier. Et le tout, des terrasses magnifiques avec des rooftops, des restaurants un petit peu partout. Et en fait, tout ça a été entièrement décoré. Et la location des espaces de travail est faite dans des baux de 1 an. Mais les gens viennent, tout est aménagé. Donc on a pris même sur la base de notre brief des décorateurs américains, ceux qui ont fait le standard à New York, pour donner cette touche de déco, un peu comme ça internationale. Et donc vous louez des bureaux entièrement aménagés, avec le mobilier du même niveau que l'hôtel, et vous avez accès à tous les services hôteliers. C'est-à-dire que si vous avez sur la terrasse paysagère besoin de faire un dîner avec votre conseil d'administration ou des clients, vous appelez l'hôtel, et c'est la même société qui a créé la foncière qui va gérer l'hôtel et les bureaux. Donc voilà, donc c'est ça, je pense que cette question de l'immobilier opéré, qui pour moi est l'avenir, là, je pense qu'on a un exemple qu'on pourra montrer dès cette année qui fonctionne. Philippe Chiambaretta, merci. Et en plus, vous m'offrez une transition parfaite puisque après ce premier cycle de Studio W consacré à la conception et à l'aménagement des espaces de travail, eh bien, nous débuterons dès le mois d'avril une nouvelle série de rencontres autour du thème du bureau serviciel. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode des podcasts de Studio W. C'était Studio W par Workplace Magazine, un épisode réalisé avec le soutien de 3DS Group.